Salut à toi, bienvenue sur la chronique de la semaine. Gros sujet en perspective puisqu'on va parler des locataires en place lorsqu'on achète un bien immobilier qui est déjà occupé. Donc j'ai plein de choses à dire et je suis un peu remonté comme une pendule parce que ça arrête pas les, comment dire, les croyances sur les locataires en place. Et donc du coup, je vais prendre mon petit marteau-piqueur et je vais buriner tout ça aujourd'hui. Avant de commencer, je tenais à remercier ceux qui ont pris le temps de laisser des notes et des avis, notamment Jetraf sur Apple Podcast qui me met 5 étoiles et qui dit le calcul des revenus a priori, c'est la vie. Effectivement, je confirme, il faut toujours calculer a priori et non a posteriori, même si des fois on a des bonnes surprises. Et je tiens aussi à remercier François sur YouTube, qui nous écoute aussi sur YouTube, puisque tu le sais, le podcast est retranscrit en vidéo YouTube. Si tu le souhaites, tu peux aller dessus. Et qui m'envoie de la force à chaque nouvel épisode qui est uploadé. Merci à toi. Allez, on repart sur notre sujet du jour. Donc, les locataires. Est-ce qu'il faut acheter un locataire en fait, hein, tout ça est-ce qu'il faut acheter un locataire? Mais bien sûr, achetons les locataires. Est-ce qu'il faut acheter un bien avec un locataire en place? Tout simplement, c'est la question en fait que tout le monde se pose. Et en tout cas, beaucoup pensent que c'est une bonne idée parce que du coup, on a déjà la rentabilité qui est prise en compte, qui est déjà calculée. Donc on a juste à négocier le prix pour faire augmenter sa rentabilité a priori. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et moi je peux en parler pour le coup parce que ma légitimité c'est mon expérience. Donc j'ai un retour d'expérience à te faire là-dessus. J'ai acheté à 3 reprises avec des locataires en place. Bon, il n'y a pas de mystère, hein. Aujourd'hui, je fais tout pour acheter je fais tout pour acheter les biens nus, donc sans bail en cours, sans aucun bail en cours, parce que je vais développer après. Mais en gros, voilà, je vais te donner mon retour d'expérience et c'est une demande que j'ai souvent quand je rencontre des gens qui me posent la question, soit qui sont néophytes, soit qui sont sur leur premier investissement, ils me demandent si c'est bien ou pas bien d'acheter avec le locataire en place. Bon, tu vas voir, il y a un sacré sujet sur la table. De toute façon, je pourrais pas tout dire lors de cet épisode, mais bientôt j'aurai quelqu'un au micro qui va pouvoir nous en parler il a beaucoup d'expérience là-dessus. Donc oui, effectivement, je pense que c'est une mauvaise croyance de se dire ouais, je vais acheter avec un locataire en place parce que comme ça, j'ai pas besoin de rechercher mon locataire, etc. Euh, Derrière le travail, en fait, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied d'après moi. Et tu sais que je suis pas du tout du genre à bullshiter. Donc si tu l'as déjà fait et que ça se passe très bien, bah écoute, j'ai envie de te dire chapeau, bravo. Par contre, je pense que si on devait prendre un panel d'investisseurs qui ont acheté avec des locataires en place, la plupart te diront que c'était une mauvaise opération, en tout cas une opération qui les freine dans leur développement. Donc pour ce faire, je vais développer les avantages et les risques. Donc d'abord les avantages, évidemment, puisque c'est ce qu'on pourrait se dire a priori. Et puis derrière, je vais envoyer du risque, puisque moi, c'est ça aujourd'hui qui définit un petit peu ma façon de faire de l'immobilier, c'est-à-dire de la gestion de risque. D'où l'idée de se diversifier beaucoup et de choisir ses locataires soi-même. Donc alors, les avantages, allez, c'est parti. Donc les avantages, souvent ce qu'on se dit, c'est que c'est déjà rentable sur le papier. C'est-à-dire, il y a un bien à la vente, que ce soit un immeuble, un appartement, une maison, ce qu'on veut, il y a un locataire en place, on va dire un lot, un locataire. Donc le lot vaut 70 000, le locataire paye 450 de loyer. Jusque-là, c'est facile. On prend les loyers multipliés par 12, on divise ça par le prix d'achat, ça nous donne la rentabilité. Bon. Enfin, la rentabilité brute. Donc, ça permet d'avoir une idée très rapide de comment monter son dossier bancaire et aussi d'aller négocier sur le prix d'achat
Parce qu'évidemment, si on peut pas choisir son locataire, bah, la seule manière de gagner de l'argent et de gagner des points de rentabilité, c'est de négocier le prix d'achat. Voilà. Enfin, il y a d'autres choses, mais en tout cas, a priori, c'est la première chose à faire. Le deuxième point, c'est que ça va être facile à vendre à la banque le projet. C'est-à-dire que quand tu montes ton projet et que tu as déjà un locataire en place et que tu vas voir la banque, le fait d'avoir le bail en fait qui est déjà signé, le bail en cours, ça va en quelque sorte rassurer le banquier. Enfin, en tout cas, la plupart des banquiers, on va dire 8 banquiers sur 10. On va se dire qu'il y en a, on va se dire qu'il y a 2% des banquiers, 20% des banquiers, pardon, qui connaissent la problématique d'avoir le locataire en place. Le reste, ils vont juste se dire de but en blanc, bon, il y a le locataire, il y a le loyer qui tombe déjà tous les mois, donc dès le premier mois, en fait, le propriétaire, il va pouvoir rembourser sa mensualité de crédit, il va pas faire de différé, parce qu'il a déjà son locataire en place. Tu vois un petit peu la mécanique. La banque, en fait, elle se dit, ok, le locataire, lui, il va payer dès le premier mois, donc le propriétaire, il n'y a aucune raison qu'on lui fasse un différé de crédit. Alors que souvent, moi, je préconise le différé de crédit, évidemment. Donc premier point, ça paraît plus rentable sur le papier. Deuxième point, c'est facile à vendre à la banque comme projet. Il n'y a pas besoin de rechercher le locataire aussi, ça c'est le troisième point. Donc là, tout le côté fastidieux de si c'est fastidieux, encore je sais même pas, tu vois. Mais si le fait de créer une annonce, la mettre sur le bon coin ou se loger ou je ne sais quoi d'autre, de répondre aux messages, de constituer un dossier, enfin de demander au locataire de constituer un dossier pour que toi tu puisses l'analyser et choisir ton locataire, si ça t'embête, tu n'auras pas à le faire si tu prends avec un locataire déjà en place. Donc voilà, donc ça c'est les 3 points, on va dire, un petit peu avantageux à acheter, à avoir un locataire en place quand tu achètes ton lot. Bon, ok. Là, moi, je suis quand même, je me le suis déjà dit, donc j'ai aussi un petit peu payé les pots cassés. Je me suis déjà dit ça, j'ai déjà acheté avec des locataires en place. Ça, c'est pour la plupart du temps bien passé, même si des fois ça demande aussi de faire preuve de beaucoup de psychologie, de négociation, d'écoute, de psychologie, etc., etc., sans rentrer dans les détails. Je trouve que c'est quand même plus sympa et pour le propriétaire et pour le locataire, parce que attention, je suis pas en train de dire les locataires c'est tous des cons, ils payent pas les loyers, etc. C'est pas du tout le cas d'ailleurs. Je crois que les loyers, on est sur en France, hein, la moyenne elle est entre 2 et 3% des impayés. Donc tu vois, c'est quand même extrêmement bas. Au final, les locataires, la plupart, ils payent leur loyer. Donc c'est même pas ça. C'est juste que c'est une situation inconfortable, voilà, tout simplement. Et ce, même pour le locataire. Parce que le locataire, lui, d'avoir un propriétaire qui change, du coup une nouvelle personnalité, une nouvelle façon de gérer son bien, peut-être une nouvelle demande qui va lui être faite, etc., etc. Peut-être qu'il n'est pas dans un moment de vie où il a forcément envie de recevoir un nouveau propriétaire. Enfin bon voilà. Et puis je sais pas, tout le monde n'est pas aussi comment dire, à l'aise avec le fait de se présenter à un étranger, voilà. Et puis il y a quand même un truc en France qui est comment dire, on a ce tabou de l'argent. Donc forcément le propriétaire c'est qui? Le propriétaire c'est Picsou dans l'imaginaire du locataire. Pour la plupart, le propriétaire c'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui a réussi, c'est celui qui a peut-être eu un héritage, alors que non, la plupart, ce n'est pas le cas. Ceux qui ont déjà de l'argent, ceux qui sont propriétaires et qui ont beaucoup d'argent avant d'être propriétaires, c'est une minorité. Ça, c'est vraiment une croyance fausse, puisque la plupart des propriétaires immobiliers et des propriétaires terriens, ce sont des gens qui utilisent le levier immobilier / bancaire pour se créer une richesse, pour se créer du patrimoine. Donc c'est pas l'inverse. C'est pas, voilà, donc bref. C'est jamais très confortable, ni pour le propriétaire, ni pour le locataire. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des sciences sociales pour le comprendre. Si tu l'as déjà vécu, tu sais très bien de quoi je parle. Donc là, maintenant, je vais t'énumérer les risques. Et les risques, il y en a un peu plus. Par exemple, l'avantage, c'était tout à l'heure de ne pas avoir à rechercher le locataire. Mais ça, c'est aussi un risque, ne pas avoir à rechercher le locataire et donc à choisir, ne pas pouvoir choisir son locataire.
Ça, c'est un risque, parce que évidemment, tu vas pas pouvoir calibrer les finances de cette personne grâce à son dossier, puisque le dossier, il est déjà signé, il est déjà validé, il y a déjà un bail en cours. Donc, tu vas pas lui dire, écoutez, moi j'arrive, donnez-moi vos fiches de salaire, je vous refais un dossier, je vous refais signer un bail, etc. C'est extrêmement rare de pouvoir refaire signer un bail pour un locataire qui est déjà en place. Donc, ça sera un autre sujet, ça. Il y a le type de bail qui a été signé. Donc si par exemple toi t'arrives et que tu dis moi je veux faire que du meublé parce que je me fais mon petit calcul comme ça, je veux me mettre en LMNP en nom propre, ou alors je me mets en SCI machin truc, mais je veux faire du meublé parce que je crée de la charge, non mais ça marche pas comme ça. Si t'as ton locataire qui est en place, la vérité c'est que tu vas pas lui changer sa vie. Lui il a signé un contrat, il veut pas le changer. Voilà, que tu sois là ou que tu sois pas là, ça pour lui ça change rien. Donc le bail, il est très difficile de le changer. Et souvent, c'est pas à ton avantage, parce que quand tu reprends un investissement qui a été fait par quelqu'un d'autre, lui, il a géré son investissement et les contrats qu'il a signés avec ses locataires, il les a gérés par rapport à sa situation personnelle à lui. Tu vois, toi, c'est peut-être différent. Moi, souvent, les gens que j'accompagne, c'est des gens qui font tout comme moi, c'est de la location meublée. Tu vois. Et encore que, pas toujours, mais quand tu fais de la location, quand tu achètes un nouveau bien et que tu as un locataire en place et qu'il est en nu, et que tu lui dis oui, fiscalement, excusez-moi, ça serait plus avantageux si je le mets en... Non mais c'est un micmac pas possible, donc très difficile. Et puis toujours par rapport à cette histoire de bail, tout simplement le prix du loyer en cours est, et pas forcément à la hauteur de ce que toi tu recherches, tu vois, par rapport à la prestation que toi tu estimes rendre à ce locataire en lui fournissant ce logement, et le prix que lui il paye à l'heure actuelle, tu vois, ça se trouve il n'y a pas eu sur le bail qui a été signé avec l'ancien propriétaire, peut-être qu'il n'a pas été signé à l'indice de l'IRL, tu sais, l'indice de l'INSEE là qui sort tous les ans, d'ailleurs à chaque trimestre, et du coup qui est réévalué. Donc le loyer, il va peut-être pas être réévalué depuis plusieurs années. Et des fois, tu te rends compte que ça se compte en plusieurs dizaines d'euros, pour pas dire centaines dans certaines communes. C'est plus rare, mais ça existe quand même. Des loyers qui sont absolument pas en adéquation avec ce que le marché veut, tu vois. Aujourd'hui, moi, j'investis dans des villes qui sont sur un potentiel croissant. Donc, c'est des villes qui, il y a quelques années, les gens crachaient un peu dessus. Aujourd'hui, on commence à se réveiller, à se dire, ah oui, non mais attends, il y a un gros potentiel, il y a du travail, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, la qualité de vie, etc. Et on sait très bien que dans le futur, c'est-à-dire entre 3 à 10 ans, c'est des endroits où ça va vraiment valoir plus d'argent déjà au mètre carré, et surtout la qualité de vie va y être encore meilleure, donc les loyers vont être plus chers évidemment. Il n'y a pas de secret. Donc le fait de ne pas choisir le type de bail et son prix. Et puis une des choses qu'on a besoin pour s'enrichir, en tout cas pour se créer du cash flow mensuel en tant qu'investisseur, c'est les travaux, c'est le levier de travaux. Donc du coup, si tu peux pas faire de travaux parce que tu as un locataire en place, c'est difficile pour toi, tu vois. Généralement, tu demandes à ton banquier le prix du foncier plus une enveloppe travaux. Si tu vas visiter qu'il y a un locataire en place et qu'il te dit oui je vais partir, et que tu as ton enveloppe travaux qui est prête, qui est toute belle, qui t'attend, mais que ton locataire il part pas, t'as beau avoir ton enveloppe travaux, toi quand tes impôts ils vont arriver, tu auras encaissé des loyers, tu vas être imposé sur ces loyers. Je parle en nom propre là, évidemment. Parce que si tu es en nom propre au statut loueur meublé non professionnel, voire même professionnel, si tu dépasses, dans tous les cas, si tu ne crées pas de la charge pour venir créer un déficit, en fait, comme on appelle un déficit, pour ramener la balance comptable à zéro ou le plus proche possible de zéro, tu vas payer de l'impôt sur tes loyers. Alors que toi, tu t'étais peut-être fait tout un système où justement tu voulais pas payer cet impôt, en tout cas pas maintenant. Alors, on continue. En gros, tu as compris, c'est un manque de maîtrise totale sur le risque. C'est vraiment la maîtrise du risque qui est pas à ton avantage si tu achètes avec un locataire en place. Évidemment, je tiens à ouvrir une parenthèse. C'est sur comment t'appelles ça, sur la façon dont tu vas exploiter et la façon dont tu achètes. Évidemment, là j'ai pris des exemples pour du nom propre,
parce que c'est très souvent, dans la grande majorité, c'est ce qui se fait. Si tu écoutes ce podcast, c'est peut-être que tu as envie d'avoir des informations pour te lancer. Donc j'imagine que mon auditoire, il est plus à un stade où il est encore en nom propre et peut-être pas forcément en société, en SCI ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, si tu es en SCI, ça va être un petit peu différent. J'estime que tu as plus de latitude en SCI. On peut refermer la parenthèse là-dessus, mais grosso modo, en nom propre, il faut vraiment que tu saches à l'euro près ce que tu vas pouvoir faire dans ton année, parce que tu veux pas t'augmenter ta tranche marginale d'imposition en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas payer plus d'impôts, tu veux pas que ça en rajoute, parce que tu es capé en fait au niveau des loyers. Maintenant, la SCI, c'est un petit peu différent, ça va dépendre si tu es tout seul ou pas, enfin si tu qu'un seul loyer ou pas, si tu en as plusieurs. Si par exemple tu achètes un ensemble immobilier où tu as plusieurs lots et que tu as des lots qui sont vides et des lots qui sont loués, là c'est différent, c'est pas si grave. Voilà, ça va dépendre. Évidemment, chaque projet est différent et chaque projet, tu vois, ça se trouve là, tu te dis, ben Mathieu, il me dit que c'est pas jouable du coup l'affaire que je voulais faire, et au final, il suffit qu'on s'appelle et que tu m'expliques et que tu m'expliques ta situation de vie, ta situation de ton projet immobilier. Peut-être que je vais te dire non, dans ton cas, ça va, ça passe parce que tu vas faire comme ça, je vais t'expliquer. Tu vas pas forcément te mettre en nom propre, ou alors tu vas te mettre en nom propre, mais tu vas pas forcément te mettre au réel tout de suite. Tu vois, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour que ça soit jouable. Mais si je devais faire une moyenne, à la moyenne, moi je dis que c'est danger. Acheter un bien avec des locataires en place, c'est danger. Donc attention à ça. Privilégier les biens ou les ensembles immobiliers où il n'y a pas de baux en cours. Et puis voilà, faites-vous financer des travaux à la place, vous en sortirez que plus riche de ces projets-là. Par contre, faites attention parce que évidemment, les biens avec des locataires en place, ils ont quand même le petit avantage, on pourrait le rajouter à la liste des avantages, d'être un peu moins chers normalement que les biens vides. Hein. Parce qu'évidemment, si ton bien il n'est pas alloué, bah tu as plus de latitude, tu peux faire un peu ce que tu veux. Donc du coup, les agents immobiliers le savent et ils font grimper un peu les tarots sur ce marché-là, quand le bien est vide. Voilà pour cette conclusion. Il y a des solutions quand même, je tiens à le dire, pour mettre le locataire dehors. Je peux en parler très rapidement. Il y a plusieurs cas. Le premier cas, c'est un locataire qui ne respecte pas ses obligations. Donc s'il respecte pas ses obligations, par exemple, qui paye pas son loyer, qui paye pas son complément de loyer, qui dégrade le bien, qui fait du tapage, qui dégrade les communs. Enfin bon, il y a toute une liste de choses que vous pouvez mettre en avant et le signifier par lettre recommandée et faire passer un huissier pour entamer une procédure. Voilà, donc là c'est possible, ou alors peut-être juste que suite à votre recommandé, il décidera de partir. Il y a aussi la reprise du logement pour y habiter ou y loger un membre de sa famille. Alors c'est pas n'importe qui dans la famille, dites pas mon arrière-grand-oncle qui habite là-bas, qui parle même pas français, etc. Non, ça marche pas. C'est soit toi, ta femme ou ton compagnon pacsé, ou alors ascendant, descendant, voilà, de ces deux personnes-là. Mais sinon, c'est pas possible. Et il y a aussi la vente du logement, donc si tu veux vendre ton logement, bah, tu peux demander à ton locataire de partir, mais évidemment il a la priorité pour l'achat de ce logement, donc je te déconseille de lui faire à l'envers et de lui faire des galipettes, ça sert à rien. Voilà. Donc voilà, ça c'est les trois solutions en quelque sorte qui te permettent de dire bon bah c'est peut-être que si je négocie son départ, peut-être que c'est possible. Voici les trois axes que tu peux utiliser, mais encore une fois, moi je te déconseille de rentrer là-dedans. Plutôt acheter sans le locataire en place. Alors j'ai une question. C'est une question de Magali qui est une copine en fait. Hein. C'était pas sur les réseaux cette fois-ci.
À partir de combien de temps Donc du coup, je lui ai déjà répondu, mais je lui ai dit que j'allais utiliser sa question. Moi, ça m'intéresse d'en parler aujourd'hui dans l'épisode du jour. Donc à partir de combien de biens immobiliers faut-il déléguer à une agence, me demande-t-elle. J'ai envie de te dire, en réalité, il n'y a pas de nombre il n'y a pas de nombre de biens, appartements, immeubles, maisons, ou je ne sais quoi. Il n'y a pas de chiffre particulier. La réalité, c'est surtout combien de temps tu as à consacrer à cette activité qui est la gestion. Puisqu'en réalité, ce qu'on donne à une agence, ce n'est que la gestion, éventuellement la mise en location. Mais il n'y a rien d'autre de particulier à faire. Moi, à titre personnel, je gère quasiment tout moi-même. Et à partir du mois de juillet, je vais, pour tous les biens en location saisonnière, ça va passer par une conciergerie. Tous les biens. Il y en aura deux. Hein. Donc c'est pas non plus énorme. Mais ça, j'ai pas envie de le faire et donc du coup, je passe par conciergerie. Le reste, je le fais moi-même. Et encore une fois, je crois que j'en ai déjà parlé. Pour les documents juridiques, les signatures de documents, les états des lieux, etc., j'utilise Rentila, RENTILA. Et voilà quoi, Rentila, c'est très bien, vous pouvez l'utiliser. Mais y a pas de, si tu veux, si aujourd'hui t'as absolument pas le temps, t'as des enfants, une vie très chargée, plus un taf, bah, fais pas la gestion, tant pis, laisse faire si t'as pas envie. Voilà, tu vas perdre un petit peu de cash flow, mais tu vas gagner en temps. Voilà, le plus un peu. Et il faut que tu te fasses une liste hein, et que tu te dises c'est quoi la priorité pour moi. Est-ce que c'est me prendre je ne sais, parce que je suis pas capable de te dire en temps ce que ça prend, tu vois. Mais est-ce que c'est prendre 2 heures par mois pour m'en occuper, ou est-ce que je préfère passer ces 2 heures avec mes enfants, tu vois. Là, la question, à mon avis, elle est vite répondue, comme dirait notre starlet d'internet. La reco du jour, du coup, donc voilà pour la réponse. La reco du jour, c'est une reco c'est même pas une reco, c'est juste un truc débile que je me suis rendu compte sur mon iPhone. Je sais pas si t'as un iPhone ou n'importe quel autre téléphone, smartphone qui fait ça. Moi, c'est l'application Note, donc Note de l'iPhone. Il y a un truc tout à fait incroyable, donc du coup, je vais essayer de te le décrire là au micro. Je sais que c'est pas très radiophonique ce que je fais, mais j'essaye de te le décrire. En gros, l'application Note de ton iPhone, avant de rentrer dans l'application Note, quand il s'affiche à l'écran le petit logo, tu restes appuyé dessus, et là tu as un bouton Scan document, scanner tes documents. Bon, c'est tout à fait incroyable, pour moi c'est l'invention du siècle, c'est-à-dire que j'ai même plus besoin de mon, comment t'appelles ça, de mon, bah de mon imprimante qui faisait scanner, puisque maintenant je mets un document à plat sur la table, j'utilise ce bouton Scan de Note, et ça me fait tout, et du coup je m'amuse à faire ça. Maintenant je me fais tous mes dossiers sur le téléphone, ça me les envoie dans l'iCloud. Enfin bon, c'est le futur quoi. Voilà, merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, j'ai envie de te dire, laisse un petit commentaire, laisse une petite note, peu importe où tu écoutes ça, et puis à très vite, à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Salut!